Je peux commencer rapidement, donc en souhaitant la bienvenue à tout le monde à cette nouvelle édition d'un des jeudis de la FGC. Et donc en vous rappelant que les sessions précédentes sont toujours disponibles sur notre site internet. Nous allons faire une petite pause estivale puisqu'il n'y aura pas de webinaire au mois d'août. On reprend en septembre, le 4 le 5 septembre, avec une intervention sur les réparations du pont de Mauves en Loire-Atlantique. Voilà. Ensuite, on parlera de petits réacteurs nucléaires, on parlera de déplacement de grosses masses sur des nuits ou des week-ends par la SNCF, et puis des ponts intégraux en fin d'année. Voilà pour 2024, et puis on commence à travailler sur le programme 2025. Ce soir, on parle composite. Donc, c'est un sujet qui a déjà été pas mal traité par la FGC, mais plutôt en tant que produit de réparation, hein, suivi avec Emmanuel et son équipe. Et ce soir, on va parler de ponts, directement, ponts et passerelles en matériaux composites. Donc, sans plus attendre, eh bien, je laisse Emmanuel Ferrier nous dire quelques mots d'introduction. Merci Didier, donc bonsoir à tous. Ce soir, notre présentation va s'articuler autour de 4 parties. Dans un premier temps, une très courte introduction de ma part pour un petit rappel et mise en contexte. Ensuite, Philippe Gendin du CEREMA nous parlera réglementation avec l'arrivée prochaine dans les années qui viennent d'un neurocode dédié aux matériaux composites. Et enfin, Émilie abordera un sujet d'instrumentation d'un ouvrage qui va se réaliser donc sur le territoire français. Et puis Luc de l'entreprise Johnson Bridging nous expliquera les développements récents de leurs matériaux qui ont permis le développement dans les ouvrages de l'utilisation des matériaux composites. Donc, 4 parties, très courtes sur les 3 premières. On va essayer de pas trop déborder pour essayer de vraiment faire un focus sur la partie applicative et donc avec les différents ouvrages existants et à venir. Donc, effectivement, je suis directeur adjoint d'un laboratoire qui est dédié aux matériaux composites pour le secteur de la construction depuis maintenant 2010, donc ça fait un peu plus de 15 ans avec des antériorités sur ce sujet au sein de l'Université Lyon 1. Et donc, on a une activité autour du renforcement et réparation des structures par collage externe des renforts, des structures valorisant les matériaux composites en termes de sous-composants ou composants intégral d'une structure. Et puis aussi, ce qui a fait l'objet d'un groupe de travail au sein de la FGC, l'utilisation d'armatures composites en remplacement des armatures métalliques pour le béton armé. Donc aujourd'hui, le focus se fera sur une structure composite valorisant ces matériaux. Alors, l'intérêt de ces matériaux, c'est qu'ils ont une très grande résistance, bien supérieure à celle de l'acier, des modules d'élasticité assez convenables, avec des points de faiblesse qui est essentiellement liés à la fragilité des matériaux. Ça permet difficilement de générer de la ductilité au sein des structures, donc ça doit être anticipé sur les règles de calcul, et également un module d'élasticité qui peut s'avérer un petit peu plus faible, surtout sur les fibres de verre, qui génèrent des déplacements plus importants, notamment sur les ouvrages. Néanmoins, ces matériaux se sont très rapidement développés dans les années 90 pour des usages en génie civil grâce à leur très grande résistance en termes de corrosion, insensibilité aux agressions environnementales et donc une durabilité des ouvrages qui se veut particulièrement importante. Donc, premier exemple que l'on trouve en Europe, ça remonte pas à hier, hein, puisque c'est un pont qui se trouve en Écosse, 1992, une centaine de mètres de portée, tous les composants des tabliers faits en matériaux composites, petite passerelle piétonne hein, néanmoins. Et donc cet ouvrage a été instrumenté, revisité en 2014 avec essentiellement des problèmes on dirait de dégradation de surface, mais avec une intégrité du tablier particulièrement intéressante. Il n'y a pas que donc en Écosse que ce matériau s'est développé, il y a aussi beaucoup d'applications en Hollande, puisqu'en 2010, on recensait déjà 23 petites passerelles piétons, essentiellement développées par des sociétés danoises, et puis des petites passerelles aussi au-dessus des ouvrages ferroviaires, la facilité d'installation favorisant l'usage de ces matériaux.
D'autres utilisations diverses et variées, on retrouve donc ces ponts-levis au Pays de Galles. En Espagne, un ouvrage assez intéressant, c'est un phare portuaire intégralement fait à partir de matériaux composites. Et puis en Allemagne, ce pont, alors c'est un pont essentiellement avec un tablier composite et puis des grandes poutres par contre métalliques, donc pont mixte composite métal. Plus récemment, donc, il y a cet ouvrage qui est le stade du Real de Madrid, où la couverture du stade a été faite en matériaux composites. Donc, on s'éloigne un petit peu du génie civil, mais ça reste des ouvrages assez intéressants, avec des grandes portées, grande légèreté, et puis une capacité surtout à peu intervenir sur la structure existante par rapport à la légèreté des matériaux. Donc, c'est quelque chose qui est un chantier pardon, qui s'est terminé l'année dernière, donc assez récent, avec des très grandes portées. Bon, forcément, c'est des toitures, donc il y a de faibles charges, mais enfin, c'est assez intéressant. En France, il y a aussi des développements un peu plus dans le secteur du bâtiment. Vendredi dernier, on a inauguré la première maison bioclimatique dans le joli village de Vouvray. Donc, c'est à côté de Tours. La société Kairortis développe des modules qu'on appelle des Wally avec isolation intégrée et c'est des éléments porteurs qui permettent de construire des R+2 avec donc des murs qui intègrent isolation et capacité portante. Et donc, cette maison bioclimatique a pour particularité d'être conforme aux normes à la RE 2020, mais surtout d'avoir été intégralement fabriqué par modularité. Voilà pour cette courte introduction. Donc, je vais maintenant passer la parole à Philippe qui va nous parler réglementation avec donc une activité en France avec Émilie, Philippe et puis donc le professeur Caron qui ont participé au groupe miroir de l'Eurocode qui vise donc à introduire dans nos eurocodes ces matériaux de façon à pouvoir effectuer des calculs de structure conformément au déroulé d'une ingénierie, aux états limites ultimes, ELS, etc. Pour information, c'est un document donc d'une 130 pages disponible actuellement en langue anglaise. J'ai mis là pour rappel où vous pouvez le télécharger, mais il se trouve assez facilement. Sinon, il suffit d'écrire à la FGC ou à moi-même et puis on vous l'enverra. Et pour l'instant, il est accessible gratuitement sur le site. J'ai encore vérifié il n'y a pas longtemps. Philippe, je te laisse prendre le relais. Je vais arrêter mon partage de façon à prendre la suite. Merci Emmanuel. Donc Philippe Gendin, je travaille au CERAMA. Je suis impliqué depuis le début des années 2010 à peu près quand j'ai rejoint le CETRA dans le sujet du composite euh, où j'avais été contacté par Jean-François Caron qui était en charge du groupe Miroir français dont je vais vous parler un petit peu plus après. Donc, je vais vous parler du sujet de la normalisation européenne sur le sujet des composites, sachant qu'en France, on n'a aucun code de calcul actuellement, notamment dans le domaine des ponts, pour dimensionner, concevoir des ponts, des passerelles en matériaux composites. Donc, c'est une présentation que je vais faire également avec Émilie Leprêtre, qui travaille avec moi quand elle était aussi à la DTEC ITM du CERAMA avant de rejoindre l'université Gustave Eiffel. Et parmi les membres qui travaillent avec nous, en plus de Jean-François Caron, il y a Samuel Durand qui contribue fortement maintenant à cette activité-là au niveau français et européen. Rappel un peu du contexte de la normalisation européenne, notamment les eurocodes structuraux qui sont organisés au sein du comité européen de normalisation et du comité technique 250 qui regroupe des sous-comités pour chaque Eurocode. Donc les Eurocodes que l'on connaît, Eurocode 0 à Eurocode 9, et dans lequel le,
apparaîtra dans la future génération l'Eurocode 10 qui concernera les structures en verre. Chaque groupe ou sous-comité européen est complété dans chaque pays de l'Union européenne par des groupes miroirs. Donc en France, c'est sous l'égide de l'AFNOR et du comité de normalisation P06E, de coordination des encodes structuraux. Donc chaque groupe européen a son groupe miroir au niveau national. Donc on retrouve exactement l'équivalence entre les sous-comités et on a également des working groups, des groupes de travail qui ont porté sur des sujets qui ne sont pas portés actuellement par des Eurocodes, et notamment le Working Group 4 au niveau européen, qui est piloté par Luigi Gasson de l'université italienne, qui pilote ce groupe de travail au niveau européen et qui est complété par un groupe miroir français, le GE4, donc au sein du P06E, donc qui était piloté par Jean-François Caron jusqu'en 2024, et c'est Samuel Durand qui reprend la main à partir de cette année. À l'étranger, malgré tout, il y a un certain nombre de documents qui existaient avant d'arriver à un futur Eurocode. Donc, on peut citer au sein de l'Union européenne, par exemple, l'Eurocomp, qui a été élaboré par un certain nombre de pays européens, dont la France en 1996, le CURE 96, donc, qui est un document néerlandais, un document anglais, le BD 90, un document allemand, le document italien, le CNRDT 205, etc., et des documents aussi au niveau des États-Unis. Donc, il y a eu un bel essor de l'utilisation des matériaux composites, notamment au niveau de structures de génie civil, dont des passerelles, mais également des ponts routiers, mais très très peu en France. Le CURE 96 est un document néerlandais qui est également, comme l'Eurocomp, des documents qui étaient déjà rédigés selon un formalisme Eurocode. Donc la Commission européenne a donc mandaté le comité technique TC250 pour essayer de développer une norme européenne, d'harmoniser ses règles de calcul, pour également la vérification et la fabrication des éléments structuraux aux matériaux composites pour les domaines à la fois du bâtiment et des ouvrages d'art, puisque les Eurocode couvrent ces deux domaines. Donc c'est ce qui a été entrepris donc, à partir de 2010. Avec le mandat qui a été confié au TC 250 pour démarrer la procédure qui permet actuellement de déboucher sur la nouvelle génération de recodes structuraux qui sera mise en application, notamment en France, à partir de 2027. Donc a été constitué le Working Group numéro 4 et le groupe miroir français GE4 au niveau français, qui a débouché sur un premier document que Emmanuel vient de citer, donc un rapport scientifique et technique, en janvier 2016, qui a été ensuite soumis à l'enquête publique à une validation par le CNTC 250. Ce travail s'est poursuivi après cette validation par la préparation et la publication d'un Technical Specification, donc des spécifications techniques en novembre 2022, qui est en quelque sorte un pré-Eurocode. Ce document est donc disponible également pour information sur le site de l'AFNOR, sur le site donc Cobase. Donc si vous avez un abonnement Cobase, vous pouvez le télécharger. Et donc il est mis en place pour une période de quelques années pour le mettre en application et vérifier qu'il n'y a pas de problème dans son application, dans des applications. On travaille aussi, on a travaillé l'année dernière sur des exemples d'applications, justement. Donc, notamment au niveau français, au sein du groupe Miroir, on a proposé l'application de ce texte, de ces spécifications techniques, sur l'exemple de la passerelle de Saint-André de Cubzac, dont Émilie vous parlera un peu après. Et donc, on a repris la note de calcul
enfin, on a repris ce dimensionnement, cet exemple, avec l'application des spécifications techniques et qui fera l'objet d'une publication prochainement chez Taylor et Francis. En 2023-2024, s'est posé également la question de développer des règles d'exécution, puisque on a un document qui va parler des règles de conception, des règles de calcul, mais il va manquer aussi tout un champ portant sur la fabrication, l'installation et la maintenance de ces structures, qui n'est pas porté à la base par le TC 250 puisque ça parle que du calcul des eurocodes, donc de la conception, mais qui malgré tout a décidé de lancer un groupe de travail spécifique pour des règles d'exécution, donc qui s'est réuni très récemment en mai de cette année. Et donc, on a une période de 3 ans d'utilisation des spécifications techniques et avec prise en compte de retour d'expérience pour pouvoir ensuite déboucher sur un véritable document qui aura le statut d'Eurocode, ce qu'il n'a pas actuellement pour l'instant. Voilà, donc rapidement, donc, ce document technique s'applique aux bâtiments et aux ponts comme pour les autres Eurocodes et autres structures de génie civil en matériaux composites, y compris des structures permanentes et temporaires, à des éléments composites, donc des profilés, des stratifiés, des profilés pultrudés, des panneaux sandwich, différentes combinaisons de ces éléments composites, également des éléments composés d'autres matériaux, et aux assemblages aussi, connexion de ces éléments par boulonnage, collage ou autres techniques hybrides d'assemblage. Il s'applique aux matériaux composites comprenant des fibres de verre, de carbone, de basalte ou d'aramide et une matrice à base de résine thermodurcissable comme les polyesters, vinylesters, époxy ou phénoliques, et avec des matériaux d'âme, donc de remplissage en mousse polymère et balsa, avec des adhésifs thermodurcissables. Il est conforme complètement au référentiel défini par l'Eurocode 0 en termes de principes et d'exigences sur la résistance, l'aptitude au service, la durabilité des structures et les bases de calcul et éventuellement de pouvoir utiliser les autres parties d'Eurocode pour compléter le design d'une structure complète. Il ne s'applique pas aux éléments de renforcement de structure tels que les lamelles ou les tissus composites collés sur des ouvrages d'art ou internes comme les armatures composites, par exemple, qui a fait l'objet d'un guide de recommandation de l'AFGC d'ailleurs fin 2022. Et il ne s'applique pas également aux câbles composites. Il a une structure qui est tout à fait similaire à un Eurocode de Centaure, composé de 12 chapitres, qui reprennent quasiment les têtes de chapitres sont identiques à ce qu'on trouve dans les différents Eurocodes, et 5 annexes. Donc c'est calcul aux états limites avec la méthode des coefficients partiels, donc cohérence globale avec les Eurocodes, des calculs aux ELU et aux ELS, avec des particularités de règles différentes parfois entre les profilés pultrudés et les panneaux sandwich. Mais tous les sujets sont traités, y compris la fatigue et le fluage, et les instabilités comme le flambement par exemple, et aux ELS, les déformations, les vibrations et la fissuration. Les assemblages sont traités avec un formalisme qui reprend celui de l'Eurocode 3 partie 1.8 pour les structures en acier, et le collage est traité également, l'assemblage par collage, avec possibilité d'utiliser des méthodes d'analyse très avancées comme méthode élément fini VCCT pour ce type d'assemblage. La plage d'utilisation doit respecter évidemment des conditions dans les éléments, les connexions, les composants en service avec des températures comprises entre moins 40 et inférieure à TG moins 20 degrés,
Donc, Tg étant la température de transition vitreuse des matériaux composites et de l'adhésif. Et donc, ce qui conditionne, ce qui est une condition importante pour le choix des matériaux qu'on doit utiliser en fonction des conditions de température de la structure à concevoir. Donc voilà un peu pour l'approche un petit peu calculatoire, réglementaire qui est en cours et qui débouchera dans un futur Eurocode, peut-être Eurocode numéro 11, dans un avenir proche, on espère. Je laisse la parole à Émilie Leprêtre maintenant pour parler d'une application pratique, en tout cas des spécifications techniques sur l'exemple de la passerelle de Saint-Antoine de Cubzac et des éléments manquants qu'on a pu pointer lors de l'application de ce document et donc qui va déboucher sur une instrumentation fin de cette année. Je te laisse la parole, Émilie. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Émilie Leprêtre. Je travaille au sein du laboratoire structure métallique et ACAP de l'université Gustave Eiffel sur le campus de Nantes. Donc, je suis ingénieur-chercheur. J'ai des thématiques de recherche en lien avec le matériau composite, plutôt le collage structural. Et j'ai eu l'occasion, lors de mon précédent poste au CEREMA, de travailler donc, sur les passerelles, enfin sur les structures entièrement composites en intégrant le groupe Miroir français, donc aux côtés de Philippe, de Jean-François Caron de l'École des Ponts et de Samuel Durand du bureau d'études MECA. Et depuis, on a continué de travailler ensemble, donc de répondre aux attentes de l'Europe et aujourd'hui de mener une étude un peu plus expérimentale, mais qui sera tout aussi utile aux documents à venir, le document type Eurocode à venir sur les structures entièrement composites. Alors, pourquoi alors, nous, on mène actuellement une étude, donc, comme le disait Philippe, sur l'instrumentation d'une passerelle composite en fibre de verre. Donc, on peut se poser la question... Pardon? Juste un Oui. mot, Philippe, je crois qu'il faut que tu interrompes ton partage d'écran pardon, oui. pour permettre à Émilie de le faire. En plus, moi, j'ai cru que je partageais mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui. Tout le monde voit Non, bien je mon crois. écran? Si je passe? Non? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette étude? Donc d'abord parce que le document TS, donc de spécification technique, donc a été pensé pour être en conformité avec les Eurocodes existants, mais on peut dire qu'actuellement qu'il existe un trou dans la raquette en ce qui concerne la prise en compte des effets des actions thermiques au sens de l'Eurocode 1 partie 1.5. Cet Eurocode, il traite du cas des structures métalliques, béton et mixtes, donc acier-béton, mais pas des matériaux composites. On pourrait penser, dans ce cas, peut-être utiliser un des cas couverts par l'Eurocode 1 partie 1.5, sauf qu'étant donné les caractéristiques des matériaux composites et la conception de telles structures, notamment pour les structures sandwich qui intègrent des mousses, les spécifications de cet Eurocode ne sont a priori pas valables pour ces structures. Donc notre contribution, nous, c'est d'abord d'améliorer la compréhension du comportement thermique des structures composites en nous basant sur un cas réel, c'est-à-dire en termes de matériaux, de conception, de dimension, d'implantation, et de proposer une méthode pour l'étude thermique des structures composites, donc en lien avec les approches de l'Eurocode. Pourquoi pas proposer une nouvelle famille à inclure du coup dans cet Eurocode 1 partie 1.5 ou alors être en mesure d'attester que l'on peut utiliser les cas couverts actuellement par cet Eurocode. Donc notre cas d'étude est celui de la passerelle située à Saint-André de Cubzac en France, donc c'est au nord de Bordeaux. Vous avez une photo de la passerelle tout en bas. Cette passerelle, elle est faite en matériaux composites à base de fibres de verre et d'une matrice polyester. Elle a été conçue et mise en place en 2015 par la société Johnson Bridging sur la base des recommandations du CUR 96, donc le document de référence pour le calcul des structures en matériaux composites qui était valable à l'époque aux Pays-Bas et qui l'est toujours. La passerelle a une longueur totale de 36 mètres. Elle est constituée de 2 travées isostatiques, la plus longue faisant 21 mètres.
Elle a une largeur de 2,4 mètres. Son poids est de seulement 18 tonnes, ce qui a permis une mise en place à la grue, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, et une installation rapide de seulement 4 heures. Vous avez ici la section transversale de la passerelle avec les différentes parties constitutives, à savoir les pots sup et inf, les âmes internes et externes, et les petits débords, ou je ne sais pas si on peut dire encorbellement, les parties en rouge. Donc, c'est la technologie Infracore Inside qui a été utilisée pour la structure sandwich, qui a été réalisée par Infusion. C'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est-à-dire c'est représenté schématiquement. Donc, il y a un empilement. C'est l'empilement en fait que l'on va retrouver à l'intérieur de la section. Donc, chaque partie est constituée de nombre de plis et d'orientation de ces plis qui est différente. Les peaux sup et inf sont structurellement plus efficaces, c'est-à-dire que les fibres sont concentrées dans ces peaux, tandis que les âmes vont assurer le transfert des efforts de cisaillement en étant reliées directement aux peaux supérieures et inférieures. Et on a à l'intérieur, entre les âmes, un noyau de mousse qui est présent, mais qui est censé être non structurel. Alors, comme je vous le disais au début, notre objectif à nous, c'est d'étudier le comportement thermique de ce type de structure, donc via le cas d'étude de la passerelle de Saint-André de Cubzac. Donc, pour cela, nous avons prévu d'instrumenter prochainement la passerelle pendant quelques jours, une semaine, hein, afin d'enregistrer l'évolution de la température, donc qui va dépendre de l'environnement, c'est-à-dire la météo, mais aussi l'orientation de la passerelle et de l'inertie des matériaux constitutifs de la passerelle. Et également, du coup, d'obtenir les gradients thermiques dans la section associés aux déformations et au déplacement de la passerelle. Donc, pour cela, on a prévu en premier lieu d'utiliser une caméra thermique afin de s'assurer qu'on n'a pas de points singuliers dans la section que l'on souhaite étudier. Donc la section qu'on souhaite étudier, elle est représentée à droite. Si vous voyez bien, c'est sur la travée la plus longue, un petit peu, assez loin de l'appui. Nous mettrons aussi en place donc des jauges de déformation et des capteurs de mesure locale de température, ce qu'on appelle les PT100. Je vous ai mis en bas à gauche le schéma d'implantation qui est actuellement retenu pour ces capteurs. Et pour ce qui concerne les déplacements globaux, donc c'est-à-dire à l'échelle de la travée, on va avoir un suivi par tracker laser et corrélation d'image. Et on est en train de discuter de mettre en place des capteurs de déplacement pour un suivi à plus long terme. Donc c'est en cours de discussion avec les équipes du CEREMA qui après s'occuperaient de faire les relevés de ces capteurs. Et enfin, donc, on va positionner un anémomètre sur l'ouvrage, ce qui va nous permettre d'obtenir le sens du vent et sa vitesse. Alors, bien que l'instrumentation qu'on prévoit elle soit déjà conséquente, il va nous manquer quand même des données qui vont nous permettre d'obtenir les conditions environnementales réelles d'exposition de notre passerelle, notamment vis-à-vis du rayonnement solaire. Parce que la passerelle donc, va subir le rayonnement solaire direct, indirect, réfléchi, etc. Et aussi donc l'effet du vent, et il va avoir une influence donc à la fois du revêtement donc pour la partie supérieure, mais aussi de l'inclinaison des faces. Donc pour répondre à cette question, on a étudié plusieurs options et on a décidé d'en retenir une et de mettre en place sur la passerelle une plaque de référence instrumentée par des capteurs de température, donc les fameuses PT100 dont je vous parlais tout à l'heure. Cette plaque, elle a la particularité d'être laquée noir mat, c'est-à-dire d'être le plus proche possible d'un corps noir et ainsi d'absorber toute l'énergie provenant du rayonnement solaire. Donc l'émissivité de la plaque, elle a été déterminée en laboratoire, elle est de 0,94. Un corps noir, c'est 1, donc on est quand même assez proche du corps noir. Donc cette plaque, elle va être positionnée sur l'ouvrage, sur un support qui va permettre différentes inclinaisons qui seront semblables à celles des différentes faces de la passerelle. Et elle pourra également être protégée des effets du vent dominant. Donc, ça va nous permettre, les données issues de l'instrumentation de cette plaque, de mettre en place un modèle élément fini et d'effectuer ensuite une analyse inverse et ainsi remonter aux données d'entrée qui seront nécessaires, nous, à notre modèle thermique de la passerelle en ce qui concerne le rayonnement solaire, donc l'émissivité des différentes faces et l'effet du vent, ce qui va nous permettre de calculer les coefficients de convection. Donc, je vous ai mis ici juste une petite photo du support et de la plaque qui vont être utilisés, qui sont pour l'instant en attente au sein du laboratoire SMC.
Donc, concernant maintenant le lien entre cette étude expérimentale et les approches de calcul, il faut savoir que cette passerelle, notre groupe de travail commence à bien la connaître parce qu'on a, comme le disait Philippe, d'ores et déjà travaillé dessus en la proposant comme cas d'étude au groupe de travail européen sur l'aspect dimensionnement vis-à-vis des chargements mécaniques, c'est-à-dire en application des règles du TS et de l'Eurocode 0. Donc, ce cas d'étude a été intégré au background document et il y a une publication qui est en cours donc chez Taylor et Francis et qui regroupe tous les cas d'études qui ont été proposés par les différents pays membres de l'Union européenne et qui participaient à ce groupe de travail. Donc, en ce qui concerne les propriétés mécaniques qu'on a considérées dans ce cas d'étude, on s'est basé sur des notes de calcul à notre disposition. On a mis en place un modèle élément fini, ce qui nous a permis d'obtenir les contraintes subies par la passerelle en fonction d'une combinaison de charges à l'ELU. On s'est intéressé uniquement à l'ELU pour ce cas d'étude. Et de vérifier ensuite, donc c'est ce qui est représenté sur le tableau de droite, conformément aux recommandations du TS, que notre structure résistait. Donc l'objectif était de montrer l'intérêt et la cohérence du TS et sa compatibilité avec les eurocodes existants. Donc il y a eu pas mal d'allers-retours pour les différents cas d'études qui avaient été proposés, donc à la fois par la France, mais à la fois par d'autres pays européens. Concernant maintenant le lien avec les approches de calcul vis-à-vis des effets thermiques, donc on a commencé à étudier ce phénomène en même temps que le cas d'étude pour les chargements mécaniques. Donc on avait mis en place un modèle thermique 2D, on s'était basé sur les recommandations de l'Eurocode 1 partie 1.5. Et on s'était aperçu qu'on avait des gradients de température assez importants et des températures maximales en surface du matériau assez importantes. Donc, ça nous a quand même conduit à réfléchir sur la fiabilité de notre modèle et surtout sur les données d'entrée, ce qui a mené aujourd'hui à cette instrumentation de la passerelle et qui devrait du coup nous apporter des éléments importants en vue de mettre en place donc, le modèle thermomécanique qui sera capable vraiment de représenter le comportement réel de ce type de passerelle et de faire le lien ensuite avec l'Eurocode 1 partie 1.5. Ce qu'il faut garder en tête, donc ça on en a discuté aussi avec les membres du groupe européen, c'est qu'il y a une règle dans le TS qui dit que donc, la température maximale en surface de tout élément de la structure composite, elle doit rester inférieure à Tg-20 et ça peut être dimensionnant dans certains cas. Donc, d'autres pays européens l'avaient aussi un peu relevé. Donc, voilà, nous, notre étude, elle permettra aussi de voir les températures maximales qu'on atteint sur notre ouvrage en fonction du climat qui est tel qu'il est aujourd'hui à Bordeaux. En ce qui concerne du coup les perspectives de ce travail, donc comme je vous le disais, l'instrumentation elle est prévue pour bientôt. Alors c'est la semaine 40, la première semaine d'octobre. Après on aura toute une phase d'exploitation, de mise en place des modèles et de recommandations. Sur ce sujet, donc on va échanger ensuite avec le WG4, donc avec les autres membres du groupe européen concernant les résultats qu'on a obtenus. Ensuite, je pense qu'on aura à nouveau des échanges concernant la prise en compte des retours de la période d'essai du TS. Et actuellement, donc, une partie des membres de notre groupe de travail travaillent toujours dans le cadre du groupe Miroir, mais plutôt sur les règles d'exécution qui sont en cours de rédaction. La première réunion, donc, elle a eu lieu il y a pas si longtemps que ça. Et donc, on souhaite quand même valoriser donc, tout ce travail donc, par le biais d'articles scientifiques et participation à des conférences qu'on a déjà commencé à faire en participant au CICE 2021 et on a resoumis un résumé pour le CICE 2025. Et on envisage également de voir la possibilité peut-être de rédiger un guide UGE CEREMA ou peut-être guide AEGC. Voilà, les questions sont ouvertes, mais l'idée c'est de pouvoir valoriser tout ce travail, communiquer davantage et apporter des éléments aux concepteurs de demain de passerelles composites. Voilà, je vous remercie. Si vous voulez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. J'ai remis les contacts ici. Donc aujourd'hui, c'est Philippe et moi qui présentons, mais Samuel Durand et Jean-François Caron sont également très impliqués dans ce travail. Merci Émilie et Philippe pour votre travail. C'est très important d'avoir ce retour réglementaire et puis ces premières expériences. Luc, on va pouvoir peut-être passer à la partie phase industrielle du développement et le déploiement de vos solutions. Si vous pouvez réactiver peut-être votre caméra et voilà le micro et le partage d'écran. Oui, j'arrête. La caméra est là. Moi, maintenant, je vais partager
Non, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tout est Oui, on voit tout votre écran là. OK. Alors, je, je vous souhaite tous le bienvenue au webinaire. Comme troisième partenaire dans ce webinaire, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui est le développement dans les systèmes composites sur point de vue des passerelles et des ponts, évidemment, en monobloc. Comme vous avez déjà vu dans toutes les présentations de Philippe et d'Émilie, on a discuté vraiment tout ce qui est point de vue technique, mais maintenant, laissons-nous vérifier exactement quelles sont les possibilités pour utiliser tout ce qui est composite dans les ouvrages d'art. Vous connaissez certainement l'entreprise Janssen Bridging, qui est bien connue comme locateur des ponts et passerelles provisoires, ainsi que des plateformes flottantes pour différents travaux et événements. Parmi, actuellement, nous sommes partenaires dans les Jeux olympiques pour quelques plateformes flottantes qui sont sur la Seine. Espérons que finalement, les athlètes de triathlon et tout ça peuvent nager dans la Seine finalement après tout ce qui est les problèmes actuellement. Alors, aujourd'hui, on y parle de tout ce qui est composite, parce qu'à part de la location des ouvrages, nous sommes agréés pour offrir à nos chers clients des solutions définitives, spécifiquement en matériel fibre de verre renforcé. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter maintenant notre solution progressive. J'en suis sûr qu'il y a des participants parmi vous qui n'ont pas encore été en contact avec des solutions composites, mais peut-être en construction des navires ou des autres usages. Je vous assure qu'après notre petite présentation, vous avez les yeux ouverts et la réservation par-dessus bord pour une telle sorte de construction. Je passe rapidement l'agenda de cette présentation. On commence évidemment avec tout ce qui est les infos générales. Nous demandons qu'est-ce qu'est le composite et comment est-ce qu'on peut les utiliser. La méthode de production, ce sont quelques images que je peux vous partager en ce qui concerne comment est-ce que la production effectivement a été faite, les différentes applications et évidemment, on vous donne le temps de poser quelques questions. Info générale. Janssen Bridging France est partenaire de l'entreprise Composite Structures qui se trouve en Pays-Bas, qui est évidemment une entreprise hollandaise. Et Janssen Bridging France est le partenaire pour tout ce qui est la région francophone, disons en Belgique, le Luxembourg et la France. Ce que nous faisons, c'est nous, comme Janssen Bridging, nous développons ensemble avec Composite Structures les différents usages et cherchons quotidien à améliorer la façon de fabrication ainsi que les différents défis qui sont présentés par nos chers bureaux d'études et les architectes. Dans la coopération entre CS et Janssen Bridging, CS s'en occupe spécifiquement de la fabrication où nous conseillons les différents clients, par exemple les communes, les bureaux d'études, les différents départements ou les métropoles, et nous nous occupons de l'installation du pont dans les différents projets. On parle toujours des ouvrages en une pièce. Comme nous sommes les mieux positionnés pour fournir des supports pour les travaux géniles et les notes de calcul, il est évident que nous donnons aussi des supports aux travaux ou aux entreprises de construction qui doivent faire le projet en total. Quelles sont les normes respectées? Vous avez déjà vu les présentations de Philippe et Émilie. En ce qui concerne les normes à présent acceptées et respectées, et nous répondons
aux normes la recommandation CUR 96. Comme Philippe a déjà évoqué, c'est une norme qui vient des Pays-Bas, qui a été acceptée en Belgique parmi les autorités locales et qu'on essaie maintenant de présenter aux différentes entreprises et différentes autorités en France. Il y a évidemment aussi le EUR 2498-4 concernant la conception des passerelles légères pour les vibrations induites par l'homme. Mais il y a quand même maintenant le TS 1901, le norme expérimentale calcul des structures en matériaux composites, qui a été publié par AVNOR et dans lequel Janssen Bridging a assisté pour préparer tout ce qui est les différentes normes sur le point de vue des composites. On appelle ça évidemment une sorte de pré-Eurocode parce que ce n'est pas encore accepté au point de vue au niveau de l'Europe comme Eurocode spécifiquement pour tout ce qui est les ouvrages d'art en composite de fibres de verre. Évidemment, on suit aussi en France la norme française pour les garde-corps. Parce que ça, c'est évident, si on doit installer une certaine passerelle et on doit ajouter des garde-corps pour les piétons et les cyclistes, on doit subir aux normes françaises. Maintenant, quand on compare toujours les différents produits, les différents matériaux qui sont disponibles sur le marché pour construire un certain ouvrage d'art. Mais quels sont les avantages sur le point de vue des composites, des ponts et passerelles en composite? Premièrement, il y a la maintenance réduite. Je peux vous confirmer et garantir que pendant tout l'usage du pont, et on parle maintenant de différents ans, il n'y a aucune maintenance à faire. On donne une garantie de 10 ans sur tout ce qui est l'antidérapant sur le platelage et une garantie de 50 ans sur la construction lui-même. On garantit aussi une durée de vie qui augmente le 100 ans. Et c'est quand même important. Quand on compare ça avec tout ce qui est acier, bois et béton, je pense que le composite est le plus intéressant. La construction, quand on part uniquement le poids, est plus légère comparé avec les bétons et les aciers. Et ça donne un avantage très important sur tout ce qui est les culées et les formations. La construction est quand même, comme j'ai déjà élaboré, complètement préfabriquée. Évidemment, on doit subir tout ce qui est les directions et les réglementations du transport. Ça veut dire, si c'est nécessaire, on doit couper le pont en deux pour faciliter la mise en place sur place. Le pont en composite est résistant aux UV. Il n'y a rien d'implication dedans. Il est auto-extinguible en cas d'incendie. Ça, c'est aussi une très grande importance. S'il y a quelqu'un qui veut faire du barbecue directement sur le platelage de la passerelle, on va avoir un incendie, disons, quelques centimètres carrés, mais ce sont toutes des choses qui sont facilement à réparer. La passerelle est aussi résistante à la fatigue parce que c'est dur et ça reste durable. Ça peut être rendu solide et rigide, mais ça dépend de la demande et spécifiquement de l'entreprise ou du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Il n'y a pas de corrosion parce qu'on n'utilise pas des métals, des aciers, alors pas de corrosion, non plus pas de pourriture. Comme j'ai déjà dit, les fondations seront plus légères parce que le poids lui-même de la passerelle est moins important. Résistant au tremblement de terre, la passerelle reste sur place. Et finalement, il y a un bilan écologique favorable. Et
que ce qui n'est pas encore mentionné dans la liste de tous les avantages qu'on a eus, c'est le pont est flottant. Au moment qu'il y a un incendie, une inondation, un crue, et le pont va se déplacer, on peut le chercher d'ailleurs parce que le système reste flottant. Il y a quand même un désavantage que je n'ose pas à mentionner maintenant, parce que c'est un désavantage au point de vue de la construction. Comme nous sommes partenaires de Composite Structures qui se trouvent aux Pays-Bas, ça veut dire que tous les matériaux, tous les éléments, tous les ponts en composite doivent être transportés du Pays-Bas ici en France. Mais c'est un désavantage temporaire parce que nous sommes à présent en train de vérifier le moyen d'introduire une fabrication, une construction ici locale en France. Je ne suis pas encore convaincu exactement où ça va être développé, mais c'est quelque chose qui est déjà à présent en développement. Qu'est-ce que c'est le composite? Le nom composite implique immédiatement et évidemment une composition de différents matériaux. On a évidemment les matelas de fibres de verre qu'on utilise comme base de la construction. Il y a aussi les cœurs en polyuréthane qui sont impliqués uniquement pour remplir les différentes cellules dans le pont, et ces cellules qui créent l'épaisseur du pont, mais aussi qui sont là pour la réduction du bruit. Et évidemment, il y a l'époxy renforcée qui peut être utilisée comme raisin et qui est là sur place pour faire la construction complète de l'ouvrage. À présent, les études sont en cours pour remplacer le polyuréthane par des produits de recyclage, comme des granules de plastique, des PMC ou d'autres sortes de matériaux recyclés. Parce que, comme j'ai déjà évoqué, le cœur en polyuréthane n'a que sa existence comme remplir les différentes cellules dans le pont. On passe maintenant à la méthode de production. Et je vais vous montrer quelques images qui sont quand même intéressantes. On commence avec, ici en gauche, avec le moule où on construit le pont à l'inverse. Sous le moule, il y a de différents cylindres qui peuvent être adaptés pour changer la forme du moule et évidemment aussi la forme du passerelle ou du pont. Par exemple, pour obtenir une différence d'auteur dans le pont, ainsi que pour contenir une certaine courbe. D'abord, nous posons le premier élément de l'emballage en plastique, ensuite les premiers matelas de fibres de verre, le polyuréthane, encore des matelas et finissons avec la fermeture de l'emballage. Ce petit cadeau est fait à vide. Ensuite, nous injectons la résine et vous le verrez à droite. Après 24 heures, la résine est dure et la première phase de construction est terminée. Suivant, il y a encore la mise en peinture, accrocher les garde-corps et mise sur transport. Après, évidemment, une inspection et vérification de la qualité de la construction. Comme la fabrication est faite sur le moule, nous pouvons atteindre toutes les différentes dimensions, sauf si cette dimension dépasse la longueur
comme vous le voyez, la longueur et la largeur du moule. Et à présent, on arrive à des passerelles qui font 40 mètres de longueur sur 7 mètres de largeur dans une unique composition. Je poursuis alors. Le bilan écologique est très favorable grâce à différents éléments. Il y a la longue durée de vie, plus de 100 ans, avec même une seconde vie en 100% de recyclable. À présent, il est évident et acceptable qu'on n'a pas encore eu des ouvrages qui ont été mis en place de plus de 100 ans. Je pense que le plus vieil en France était celui que Émilie a déjà présenté, c'était 2015. Je pense que celui à Bordeaux était le premier ouvrage que nous avons installé. La légèreté de la construction résulte en moins d'énergie pour le transport et l'assemblage, moins de matériaux pour les fondations. La réduction des polluants de préservation grâce à une maintenance limitée. On le met en peinture et après ça, c'est fini. Il y a l'antidérapant qui sera coulé avec époxy sur le tablier et c'est aussi fini. La production en 3D, qui est encore maintenant en cours de développement, élimine l'utilisation du polyuréthane. Excusez-moi, j'étais trop vite. Ce type de pont peut être construit entièrement à partir des matériaux naturels. On a déjà fait tout ce qui est en fibre, mais pas en fibre de verre, en des autres matériaux naturels. Mais évidemment, à présent, comme tout est encore en développement, il y a une différence assez importante entre le prix de la construction d'un pont en fibre de verre composite qu'en fibre de verre ou en fibre des autres matériaux. La détermination du bilan écologique. On commence avec le produit. L'indicateur de coût environnemental est un indicateur à score unique exprimé en euros. Il regroupe tous les impacts pertinents en un score unique de coûts environnementaux représentant le prix virtuel environnemental d'un produit ou d'un projet. Et c'est à déterminer pour tout pont composé renforcé de fibres de verre fabriqué sur mesure. L'entreprise de fabrication, disons le Composite Structures, est certifiée au niveau 5 et c'est le niveau le plus élevé selon la norme de performance CO2. Ça veut dire que, point de vue environnemental, quand on compare tout ce qui est en fibre de composite ou fibre de verre, c'est plus avantageux que le béton et l'acier. Je vous présente maintenant quelques applications. Et je vais vous donner des explications, évidemment, sur chaque ouvrage dont je vous présente une petite image. On parle ici maintenant d'une passerelle qu'on a installée dans la ville ou le village d'Amage, qui fait 30 mètres de longueur en une portée libre sur 1,50 m, pesant 12 tonnes et demie, avec les garde-corps suivant les normes françaises. Vous voyez, je vais retourner, vous voyez que même les garde-corps sont sur cet ouvrage en composite. Il est évident que le client ou le maître d'ouvrage peut choisir si les garde-corps doivent être en composite ou en acier ou même en bois, mais de notre part, le plus avantageux, c'est de le faire au même temps en composite parce que ça donne la même garantie. Je vous montre ici un petit dessin de la passerelle à Amage.
Ensuite, comme j'ai déjà évoqué, le moule peut être déformé comme nous le voulons. Et vous le voyez à droite, c'est une passerelle en composite où les différents escaliers ont été incorporés dans l'ouvrage complet. Les marches sont là. Ça a été en demande par le maître d'ouvrage, alors on l'a fait. Vous voyez que tout ce qui est l'épaule verticale comme garde-corps sont en acier et le main courant est en bois. Ça veut dire que les différentes solutions sont disponibles. Vous voyez aussi à gauche que la passerelle est quand même déformée et pas complètement droite, comme j'avais déjà informé que le moule peut l'accepter. Ici, vous voyez spécifiquement comment on a dessiné le pot et on a fabriqué finalement et mis en place. Il y a aussi des autres applications qui sont disponibles, passerelles pour les cyclistes et piétons. Et faites attention, on parle toujours d'une charge mobile de 5 kN par mètre carré. Mais les passerelles en composite sont toujours fabriquées sur le point de vue de passage des véhicules de 12 tonnes occasionnellement. Ça veut dire que si la largeur d'une certaine passerelle accepte le passage d'une ambulance ou quelque chose d'autre, des véhicules de service ou de secours, ça ne pose jamais de problème pour l'ouvrage en composite. On l'implique toujours de la même façon. L'autre solution qui est quand même intéressante pour les ouvrages existants et les ouvrages qui doivent être renouvelés, c'est l'usage en encorbellement des passerelles ou des passages pour des piétons et des cyclistes. Vous voyez ici un pont en acier pour le chemin de fer où on a ajouté, à cause du fait que le pont lui-même ne peut plus supporter le passage en encorbellement en béton ou en acier, et comme j'ai déjà dit, les ponts en composite sont plus légers que les autres ouvrages. Là, on a utilisé les éléments du pont en composite sur des supports en acier. Pourquoi des supports en acier? C'est très facilement expliqué parce que notre client était un charpenteur métallique. Alors, il voulait effectivement ajouter un peu d'intérêt dans le projet complet. Mais là, vous le voyez, on ajoute une passerelle en composite qui est acceptable à cause du fait que la passerelle est plus légère. Vous voyez ici les différents plans et on a installé des sections des ponts entre 8 et 9 mètres en utilisant une toute petite grue de 200 tonnes qui a installé tous les différents éléments sur le pont qui faisait 51 mètres. Autre solution, à part de ce que j'ai déjà présenté maintenant, des ouvrages qui doivent être renouvelés, il y a évidemment aussi le fait que s'il y a un nouveau ouvrage à faire en béton, nous pouvons ajouter en encorbellement la passerelle pour les cyclistes en composite qui est plus léger que tous les autres moyens d'assister. Ainsi, là, les applications pour les supports sont en béton et pas en acier. Autre application, c'est les passerelles qui sont encastrées pour les cyclistes et les piétons. Ici, vous voyez qu'il y a une solution comme une passerelle encastrée qui nous permet de diminuer l'épaisseur de la passerelle complète
mais aussi en même temps d'être posé plus proche des caténaires. Comme c'est un système complètement en fibre de verre, il n'y a pas d'intervention sur point de vue de la mise à la terre. Et ça, c'est aussi un avantage qui devient de plus en plus important. Mais l'impact sur les culées est évident, plus important, parce que comme la passerelle est encastrée, les forces qui doivent subir les différentes fondations sont plus hautes. Vous voyez ici, finalement, après l'installation, les différents passerelles. Mais on a justement parlé uniquement sur tout ce qui est les piétons et les cyclistes. Évidemment, les développements pendant les derniers 5 ans, nous avons eu le moyen d'introduire aussi des ponts qui peuvent subir les charges plus importantes. Ici, on parle de 7,5 tonnes comme charge acceptable, mais je peux vous assurer que la passerelle ou le pont a été développé et étudié sur point de vue de 12 tonnes de passage des camions. Vous voyez, là, c'est aussi avec une sorte de chasse-roue pour éviter que les camions peuvent passer contre les garde-corps. C'est les mêmes implications. Là, on parle d'un pont qui peut subir les 40 tonnes. La différence entre passerelle 500 kg par mètre carré et les 40 tonnes, c'est évident. Ça s'est introduit dans l'épaisseur du pont où on doit ajouter plus de matériel de fibre de verre, disons plus de matelas de fibre de verre pour assurer les charges mobiles. Il y a aussi possibilité d'avoir un pont en forme de poutre. Ça peut diminuer l'usage des matériels en fibre de verre et ça nous permet d'être plus compétitifs quand on compare les prix de construction à celles en béton et en acier. Les ponts avec les charge-roues, comme j'ai déjà expliqué, c'est aussi incorporé dans le tablier, alors rien qui est ajouté, rien qui est boulonné, que les garde-corps qui sont boulonnés dans le fibre de verre. Un autre usage de notre système, c'est qu'on peut incorporer tout ce qui est les tuyaux d'attente pour les réseaux d'utilité publique. Vous le verrez clairement, il y a différentes solutions qu'on peut déjà intégrer au moment de la fabrication du pont. Et vous le voyez en bas, laisse-moi retourner, que autrement où on utilise tout ce qui est polyuréthane, on va mettre les tuyaux d'attente dedans. Vous voyez maintenant une solution qu'on a effectuée parce que c'était un projet où on a eu des différences ou des difficultés pour installer le pont complet parce que c'était au-dessus d'un pont existant. Là, on a fait la passerelle laissée flottant dans la rivière, on a poussé au-dessus du pont et on a installé avec 2 différentes grues qui étaient positionnées à côté du pont existant. Vous voyez là que les garde-corps sont inclinés, que la raison de cette inclination, c'est uniquement pour donner aux cyclistes l'idée qu'il y a assez de place disponible pour passer l'un à l'autre. Ça, c'est uniquement l'idée de l'usage des garde-corps inclinés. Il n'y a pas d'autre nécessité. Il y a évidemment plusieurs réalisations comme passerelle pour des piétons, même dans les Alpes et dans la vallée de Roya, il y a plusieurs installations qui ont été déjà mises en place.
Comme Émilie a évoqué, on a commencé en France avec tout ce qui est la mise en place d'un pont en fibre de verre à Bordeaux, mais comme vous le pouvez estimer, à partir de 2015, il y a quand même beaucoup de développement en tout ce qui est fibre de verre. Vous voyez encore quelques autres images où vous voyez que c'est quand même très difficile, très facilement à installer. Avec une toute petite grue, on le met en place. Et comme vous avez déjà vu dans le projet à Bordeaux, l'installation ne prend que quelques heures. Là, vous voyez encore plusieurs exemples des ouvrages qu'on a déjà installés et qui sont quand même à présent en place. Ça veut dire que tout est commencé aux Pays-Bas avec la construction des fibres de verre et les installations des différents ouvrages. Ça est descendu maintenant en Belgique et nous espérons, après, avec les normes expérimentales qui sont à présent disponibles au marché français, que les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études sont convaincus qu'un système en fibre de verre composite devient de plus en plus intéressant pour être incorporé dans les projets en France. Finalement, il est évident que le développement ne s'arrête pas. Nous sommes en train de vérifier exactement maintenant comment est-ce qu'on peut imprimer un pont en composite avec des fibres de carbone et de l'imprimer en 3D. Ça, c'est le résultat. On a déjà fait un pont complet en carbone avec impression 3D, comme vous le voyez, mais il est évident que le coût de la fabrication est maintenant, à présent, trop élevé pour être introduit dans le marché des ouvrages d'art. Émilie l'a déjà discuté au moment qu'il y a un certain système de capteurs qui peut être ajouté au pont. À présent, nous sommes prêts pour ajouter des capteurs de surveillance à distance. Ça veut dire qu'à présent, nous avons un système disponible où on peut vérifier et détecter de manière précise et fiable des variations d'inclinaison. Et ça, c'est important pour vérifier s'il y a un certain ouvrage qui a été dessiné et développé sur base d'une certaine charge mobile, s'il y a quelque chose, une pelle, un engin, quelque chose d'autre qui passe sur le pont, qui est surlevé, qui est plus haut que le poids qui est accepté pour le pont, on va le détecter spécifiquement au point de vue d'inclinaison du pont. On peut en même temps détecter de manière précise et fiable les déformations constamment. Ça veut dire que la fatigue qui a été étudiée déjà en avant, s'il y a une certaine fatigue qui est présente après quelques ans d'utilisation, à ce moment, on a la détection qui est disponible sur les différents ouvrages. C'est une solution qui est simple à installer et évidemment, c'est une solution autonome et qui est accessible à distance. Ça veut dire que, à part des inspections qu'on a sur certains ouvrages à ce moment et à présent, là, avec une détection et des capteurs de détection qui peuvent être intégrés dans le composite, à ce moment, il n'y a pas de nécessité d'inspecter les différents ouvrages parce que tout est disponible à distance. Ça sont les moyens de nous contacter pour demander de plus amples d'informations. Et je pense que je m'arrête à parler à présent. Je sais que ma parole n'était pas si vite que Émilie, qui a apparemment une vitesse plus haute que la mienne, mais
quand même, j'espère que les informations que je vais vous présenter maintenant sont quand même intéressantes. Merci. Donc Didier, je ne sais pas comment tu veux qu'on s'organise. Il y a plusieurs... Il y a plusieurs questions qui ont été oui. posées dans le fil. Je vais passer la parole à Pascal Massa qui avait 2 questions. Vous pouvez parler. Monsieur Massard, allez-y. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Ah oui, bonjour tout le monde. Merci pour l'exposé, très intéressant. On a fait il n'y a pas longtemps au service public de Wallonie, donc en Belgique, deux ou trois passerelles en matériaux composites. Et donc j'ai posé 2 questions. Donc la première, c'est de savoir si vous avez une idée du gain de poids par rapport à une structure métallique pour une portée équivalente. Ou est-ce qu'on peut estimer, je ne sais pas, à 30, 40, 50% le gain de poids. Vous avez mentionné plusieurs fois l'avantage, donc je voulais savoir un peu si on pouvait chiffrer l'avantage. Et la deuxième question, c'était concernant l'aspect environnemental. C'était juste pour avoir éventuellement la référence de la norme. Vous avez parlé que l'entreprise de fabrication de passerelles était niveau 5. J'aurais voulu savoir quelle était la norme ou le référentiel en tout cas. Voilà. Oui, merci bien pour les différentes questions. Vous avez parlé de différents ouvrages qu'on a déjà installés maintenant à Wallonie. Je pense que c'était uniquement hier qu'on a installé 2 ouvrages à Strépy et Saint-Guilain pour Oui. le compte de SPW. Quand on parle de la différence de différents poids des ouvrages, on peut spécifiquement utiliser le norme de 40% de poids en composite comparé avec le béton et l'acier. OK. Ça, c'est quelque chose qui est acceptable. OK, c'est l'ordre de grandeur. Oui, les normes, tout ce qui est environnemental, je dois me vérifier exactement sur quelle norme il se base pour avoir une catégorie numéro 5. J'en suis sûr que c'est quelque chose qui se trouve aux Pays-Bas, mais ça, je peux vous informer si vous le voulez après notre session. OK, merci beaucoup. Donc rapidement, alors il y avait aussi Marco Bergoni qui avait une question, mais il y a des questions autour de, bien sûr, du prix. Est-ce que, compte tenu de votre expérience, on arrive un petit peu à dégager un ordre de grandeur pour une passerelle piéton en coût au mètre carré, ou alors est-ce que c'est trop, je dirais, compliqué de parler uniquement du prix du matériau? Est-ce que votre expérience par rapport au prix, est-ce que vous êtes concurrentiel par rapport à des solutions métalliques ou autres? Au niveau des prix, c'est très difficile de vous donner un prix sur mètre carré parce que ça dépend évidemment de la portée de l'ouvrage et la largeur et que ce qui est doit passer sur le pont. Parce que comme j'ai déjà expliqué, en ce cas, nous devrons ajouter ou diminuer les montants des matelas de fibres de verre pour construire un certain ouvrage. Alors, c'est très difficile de donner une certaine prix sur tout ce qui est mètre carré. Par contre, il est évident que nous avons comparé tous les prix dans le marché public sur le point de vue les ouvrages en béton et en acier. Et quand on compare ça avec l'acier, nous sommes au même niveau. Par contre, ça c'est le plus important, on doit vérifier les prix de l'ouvrage complet sur un certain montant des années d'usage. Parce que comme j'ai déjà expliqué, premièrement, il y a moins de force, la descente de charge sur les clés est moins, ça veut dire que les clés doivent être moins dimensionnées. Premièrement, il n'y a pas de maintenance. Alors, disons dans 20 ans, on peut exprimer que si les interventions pour vérifier, inspecter les ponts, pour réparer certains ponts et tout ça, ça devient, ce point de vue des prix, plus important. Et le prix du composite
devient moins cher quand on compare ça avec le béton. Ça veut dire qu'on doit faire attention au fait que de ne pas comparer le prix de l'achat, la construction d'un pont en béton et celle d'un pont en composite, parce qu'il y a quand même le reste qui est autour de l'ouvrage. Ok. Je vais ouvrir le micro de Charles Laurel, là, qui avait une question aussi. Oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup. J'ai eu un début de réponse à ma question, puisque dans la présentation, on a parlé des réservations à faire pour les réseaux divers, les réseaux publics. Donc, ma question était de savoir si on pouvait incorporer des canalisations, quelquefois d'adduction d'eau, de distribution ou d'adduction, parce que ce sont généralement des canalisations en acier ou en fonte. Donc, est-ce que cela était possible? Tout est possible au moment qu'il faut évidemment vérifier quel est le poids unique de tous les tuyaux qu'on doit ajouter dans la passerelle ou dans les pots. Parce que ça, c'est important pour nous de savoir si on doit ajouter, comme j'ai déjà expliqué, si on doit ajouter des matelas de fibres de verre. Mais tout est possible. On a maintenant installé un pont en Belgique où on doit ajouter des supports ou des moyens d'ajouter des câbles de haute tension dans la passerelle. Ça veut dire que la température des câbles de haute tension peut être absorbée par le composite lui-même. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y avait aussi une question, donc deux questions peut-être avec des réponses rapides. Entre le moment où un maître d'ouvrage va vouloir vous passer commande, réaliser donc la phase étude, conception et puis ensuite réalisation pose, quel délai on a par rapport à l'utilisation et votre expérience? On parle de 6 mois, 1 an, 18 mois? Dans ce cas, je peux vous donner quelque chose qui est peut-être plus intéressant de ça. C'est la limite de l'introduction. Ouais, disons, quand on commence avec la commande et la mise en place, on parle toujours de pas plus de 12 semaines de l'installation. Ok. Parce que, comme j'ai déjà exprimé, pour avoir une raisin qui est acceptable et qui est dur, on passe 24 heures. Et après ça, il y a la peinture, la mise en place des garde-corps. Ça veut dire que si le planning de l'atelier de construction l'accepte, spécifiquement commencer avec l'étude et l'installation complète, ça ne prend que plus de 12 semaines. Autre question, c'était autour de un petit peu l'approche réglementaire. Comment vous arrivez avec les collectivités, les maîtres d'ouvrage aujourd'hui à traiter la problématique d'absence de réglementation? C'est vrai qu'il y a, on l'a vu, hein, des normes expérimentales, mais il n'y a pas d'obligation. Peut-être côté aussi CEREMA, quel est votre point de vue sur le sujet pour accompagner les collectivités sur ces ouvrages un petit peu spécifiques? Est-ce que vos clients sont privés et ils décident d'eux-mêmes, donc il y a moins de problèmes, mais quand il s'agit d'une collectivité, comment vous réglez les problématiques un petit peu Pour être honnête, les différents ouvrages qu'on a déjà mis en France maintenant ont été faits jamais pour des collectivités privées, mais uniquement pour les communes et les spécifiques départements. Et là, on accepte toujours le fait qu'il y a déjà une norme, le CUR 96, qui est à présent disponible aux Pays-Bas et en Belgique, mais aussi les normes expérimentales qui ont été publiées il y a, je pense que c'était début de cette année ou fin de l'année passée, mais là, on les accepte déjà. Et c'est, pour être honnête, je sais que c'est contre tout ce qui est les normes à présent qui sont disponibles, mais il y a des départements qui l'acceptent quand même.
Côté Très bien. CEREMA, on n'a pas été confronté jusqu'à présent à des demandes de collectivité. Oui, La passerelle de Saint-André de Cubzac, j'ai appris sa connaissance par un collègue du département de la Gironde. ok, Il m'a posé des questions et savoir notamment dans quel cadre réglementaire, notamment calculatoire, était dimensionné ce genre de structure pour lesquelles on n'a pas de référentiel en France. Et c'est comme ça qu'on a appris la réalisation de cette première passerelle, a priori en France, et qui a motivé notre envie de rejoindre le groupe de travail, le groupe miroir français, puis ensuite le groupe de travail européen pour le design de ces structures. Je ne sais pas dans quel contexte a été construite cette passerelle à Saint-André de Cubzac. On rencontre la semaine prochaine le directeur des services techniques pour lui présenter notre projet d'instrumentation. Donc, ça sera l'occasion de retrouver un petit peu l'historique de tout ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué de faire normalement, pour une collectivité, de traiter en respectant le code de la commande publique avec un appel d'offres, un cahier des charges, etc. On a découvert que l'anneau de calcul avait été rédigé par Johnson Budging en application du CUR 96 et l'application des Eurocodes pour d'autres paramètres de calcul, d'autres vérifications. Notamment, on s'est rendu compte, par exemple, que ce n'est pas l'annexe nationale française qui a été utilisée pour certains paramètres. Donc, ça pose quand même un peu question. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de cadrer un peu les choses dans le futur pour garantir quand même les collectivités de bonnes réalisations et de ok, bonnes conceptions de ces structures. d'accord. Merci. Il y avait Monsieur Vernochet qui posait une question aussi sur des applications en milieu agressif. Si vous avez déjà eu des expériences, alors peut-être certainement aux Pays-Bas sur la proximité, on va dire des portuaires maritimes, voire peut-être dans des usines ou autres où il y a une ambiance particulièrement agressive où on aurait une bonne peut-être retour d'expérience sur ces matériaux en concurrence aux aciers. Je peux vous confirmer qu'à présent, je pense qu'il y a 1000 différents ouvrages qui se trouvent aux Pays-Bas qui ont été fabriqués en composite, en fibre de verre. Maintenant, en Belgique, il y a peut-être une centaine qui sont déjà disponibles. Ça veut dire qu'à présent, il n'y a aucun problème sur tout ce qui est environnemental, tout ce qui est agressif. Alors, il y a D'accord, aucun... sur celle de déverglaçage ou sur Non, non, ok, pas du tout. Pas du tout. Il y a plusieurs questions et il y en a une qui me brûlait les lèvres moi aussi, c'était sur le comportement dynamique, sur la souplesse de ces structures par rapport à des structures en acier, en béton, et en particulier sur des ponts routiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Les composites sont évidemment plus durs, plus éligibles. Ça veut dire qu'on peut supporter plus de poids. Mais comme j'ai déjà exprimé plusieurs fois, au moment qu'il y a un certain tonnage qui doivent passer le pont, on va ajouter des matelas en fibre de verre pour faciliter le passage d'un certain tonnage. Alors, ça veut dire qu'il n'y a jamais de problème, mais comme j'ai déjà dit aussi, au moment qu'on utilise, qu'on peut installer un pont uniquement pour des cyclistes et des passerelles, même là, on ajoute toujours assez de fibres de verre pour passer les 12 tonnes de tonnage sur le pont. Oui, mais Alors, comment ça se passe en dynamique? En dynamique, et est-ce qu'il y a des phénomènes vibratoires particuliers? je peux vous confirmer qu'au point de vue de dilatation et de vibration, ça, c'est moins que tout ce qui est en béton et en acier. Le système en composite est plus dur. Ce sont des choses qui sont toujours vérifiées dans le moment de la note de calcul et de le calcul statique de chaque passerelle qu'on va installer.
En termes de portée, il y avait aussi une question sur un petit peu les limites en portée isostatique. On a vu beaucoup de solutions isostatiques dans vos photos. Vous êtes sur 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Vous avez parlé à un moment donné de 40 mètres, mais c'était une seule travée isostatique ou Oui. quelle est la limite un petit peu? Alors, bien sûr, il n'y a pas de limite, mais Il n'y a pas de limite quand on utilise évidemment des appuis intermédiaires. Mais sur chaque portée libre, la limite à présent est 40 mètres. 40 mètres. Mais ça, c'est limité uniquement à cause du moule et pas Oui, à bien cause sûr. des matériels qui peuvent supporter une longueur qui est plus importante. Oui, oui, parce que l'exemple du stade de Bernabéu, je ne sais pas quelle est la portée, mais c'est supérieur à cela, mais il y avait un moule spécifique fabriqué, Oui, etc. oui, oui, C'est des ouvrages exceptionnels. Alors après, si on paye le moule, bien sûr, il n'y a plus de limites, mais dans le standard, vous dites jusqu'à 40 mètres, vous êtes oui, capable. ça c'est vrai. Par contre, la largeur, là, il y a moyen de coller différents ponts l'un contre l'autre. Ça veut dire, du point de vue de la largeur, c'est illimité. D'accord. Et Alors, il dans y la avait encore quelques questions autour. Alors, on pense toujours, parce que ces matériaux sont à base de verre, leur caractère un petit peu fragile par rapport à l'acier ou au béton, le vandalisme, Et la le côté réparation en cas de la choc. réparation, le choc, s'il y a vraiment des chocs volontaires ou involontaires qui peuvent se produire. Est-ce que on sait d'ores et déjà que on peut réparer un petit peu comme dans les bateaux par des patchs ou comment ça se passe? C'est comme vous allez le dire, les batchs, chaque élément, chaque pièce qui est endommagée sur le pont, à côté, au-dessus, sur le platelage, ce sont toutes des choses qui peuvent être réparées spécifiquement sur place. Alors, on arrive avec une équipe qui va faire on va couper évidemment le fibre de verre qui est dedans et le raisin qui est dedans. Et on va le renouveler sur place, laisser sécher le système et après quelques heures, le pont est de retour D'accord. en forme initiale. Et vous avez déjà eu ce type de mauvaise expérience sur vos On expériences aux a Pays-Bas ou... deux fois un problème avec, on ne va pas dire un problème, mais avec le système antidérapant qui a été détruit à cause du fait qu'on a passé avec un engin sur chenille. Évidemment, à ce moment, Ouais. l'antidérapant était complètement détruit et on a fait le renouvellement sur place, en même vérifié et réparé quelques espaces de raisin qui étaient nécessaires. Alors, il y a une question intéressée, c'est vous nous avez montré beaucoup de photos. Alors, certaines photos, on a pu voir des panneaux français, donc on imagine que ces ouvrages sont en France. D'autres, il y avait pas forcément. Je pense qu'il y avait des exemples en Belgique par rapport au train, etc. Et vous avez un ordre de grandeur du nombre d'ouvrages en France d'ores et déjà en service et puis leur localisation. Maintenant, pour être honnête, je pense qu'on a installé une dizaine de différents ouvrages. D'accord, donc vous avez parlé de la vallée de la Rora, La côté de Roya, Bordeaux. nord, quelques ouvrages qu'on a installés, des passerelles. La plupart des ponts, point de vue des poids lourds, ont été installés à Luxembourg. Il y a quelques qui ont été installés en Belgique, mais ça commence à se développer en France. Très bien. Mais pourquoi uniquement maintenant en France, comme nous avons la norme expérimentale qui apparemment est acceptée par différentes divisions des ouvrages d'art dans les différents départements. Très bien. Et comme vous avez déjà dit, il y a partout, ce ne sont pas des contrats directement avec le département, on parle toujours des appels d'offres dans lesquels ils ont mentionné uniquement que le système standard est en composite fibre de verre. Évidemment, on doit convaincre tous les différents ingénieurs d'utiliser ou d'introduire un système en composite dans leurs différents appels d'offres. D'accord.
Alors, il y avait une remarque de François Tout-le-Monde qui parlait du problème de comportement dynamique. Est-ce que vous avez, dans ces cas spécifiques, on pense lorsqu'il y a des charges roulantes ou des piétons, on a souvent des problématiques de fréquence propre de vibration Ouais. qui peuvent être un petit peu pas très compatibles avec la légèreté des ouvrages. Est-ce que vous avez été amené à faire des ajouts d'amortisseurs ou autres pour un petit peu modifier ces conditions limites, éventuellement jouer sur les fréquences propres de vibration des ouvrages, ou c'est pas utile? Si c'est vraiment nécessaire, D'accord. rajouter un système pour éviter toutes les vibrations dans le pont, on n'ajoute que des matelas de fibre de verre. Vous jouez sur les sections, les rigidités Oui, pour pallier à et cela. ça va D'accord. devenir le pont complète plus dur qu'en avant. Mais je peux vous garantir qu'à présent, on n'a jamais eu de problème sur le point de vue de vibration. Très Parce bien. que c'est plus dur que l'acier, le bois ou le béton. Oui, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont traumatisées par les passerelles légères et au déboire Ouais, d'il y a 20 ans ou 25 ans peut-être même ouais. déjà. Ça, c'est un Et donc, problème de point de vue, hein, parce que je sais que quand on pense à tout ce qui est léger, en ce moment, c'est plus de vibrations. Ben non, c'est pas la même, c'est pas un composite. C'est pas exactement un composite. d'accord. Alors, il nous reste encore pas mal de personnes présentes autour de ces discussions. Vous pouvez soit lever la main si vous souhaitez intervenir, partager un questionnement ou une propre expérience. Sinon, on a fait le tour des questions qui avaient été posées. Je vous remercie d'être aussi nombreux parce qu'on est quasiment au bout du séminaire, 1 heure et demie. Voilà, Il y 19 il heures, y a c'est l'heure d'autres qui fatidique. vont demander les autres locations de passerelles construites. Ça, c'est quelque chose que je peux vous présenter. Il n'y a pas de problème. On a Euh, eu jusqu'à une cinquantaine de spectateurs au maximum au démarrage. Là, on a encore Oui, 33 oui, personnes jusqu'à en ligne. 18h, 18h30. C'est très bien. Donc, je pense que c'est un sujet qui va revenir forcément dans les discussions à la FGC ou autre, hein. C'est parce que ça va se développer en France. Il y a l'aspect réglementaire qui va être expérimental, dont on a vu au début, qui va être suivi. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces sujets d'ouvrages dans composite. La suggestion d'Émilie aussi d'un groupe de travail autour surtout de la norme d'exécution, ça peut être aussi quelque chose de pertinent avec différents acteurs, des bureaux de ouais, contrôle, etc. Pourquoi pas un groupe de travail spécifique sur ce sujet, oui, pour commencer à accumuler les retours d'expérience. évidemment. Ok, eh bien écoutez, un grand merci à tous, hein. Je te laisse un mot de conclusion, Emmanuel. Ben écoutez, oui, ça fait plaisir de reprendre un peu d'activité au sein de la FGC. C'était l'occasion effectivement de parler composite. Et bon, ça fait toujours plaisir de voir tous ces développements sur lesquels effectivement le temps passe et depuis 25 ans, on a enfin quelques réalisations avec des cas concrets qui vont se matérialiser. Et donc, j'ai hâte de voir les retours aussi de l'aspect instrumentation et comportement thermique. C'est un réel problème scientifique qui est certainement très intéressant à creuser, sur lesquels, à mon avis, on devrait avoir de bons retours, puisque la passerelle existe depuis plus de 10 ans maintenant. S'il y avait eu des soucis, je pense qu'il y aurait eu déjà des désordres. Donc, merci à tous. Et puis, donc, je vous souhaite à tous un bel été, en espérant que ça s'améliore un petit peu au niveau des conditions climatiques et puis de l'ambiance générale. Mais bon, profitez tous de vos congés et puis bon, on se revoit prochainement à la rentrée. Merci Didier, en tout cas, pour l'organisation de ces soirées qui sont toujours très intéressantes. Pas de Merci souci. Émilie, Luc et Philippe Et pour vos Ménamel, contributions. si je peux encore ajouter Bien quelque chose. sûr, Au moment que j'ai une usine de construction de fibres de verre en France, je vais vous inviter tous pour vérifier comment on fait la fabrication d'une telle passerelle en composite. Avec plaisir. avec plaisir. Et je On pense sera même très content. que votre invitation n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et on n'est pas si loin de la Hollande et de la Belgique. La FGC devrait peut-être pouvoir nous organiser un petit voyage pour aller voir la construction d'un pont composite. Vous êtes le bienvenu. Merci, On en bonsoir à reparle. Merci tous. beaucoup.
Au Merci. revoir, Coco. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.